Bonjour à tous, on va passer au chapitre 13, c'est Les bas à jour. Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin, Saint-Réal. Quand Julien aperçut les ruines pittoresques de l'ancienne église de Vergy, il remarqua que, depuis l'avant-veille, il n'avait pas pensé une seule fois à Madame de Rênal. L'autre jour, en partant, cette femme m'a rappelé la distance infinie qui nous sépare, et m'a traité comme le fils d'un ouvrier. Sans doute elle a voulu me marquer son repentir de m'avoir laissé sa main la veille. Elle est pourtant bien jolie, cette main. Quel charme, quelle noblesse dans les regards de cette femme. La possibilité de faire fortune avec Fouquier donnait une certaine facilité au raisonnement de Julien. Il n'était plus aussi souvent gâté par l'irritation et le sentiment vif de sa pauvreté et de sa bassesse aux yeux du monde. Placé comme sur un promontoire élevé, il pouvait juger et dominer, pour ainsi dire, l'extrême pauvreté et l'aisance qu'il appelait encore richesse. Il était loin de juger sa position en philosophe, mais il eut assez de clairvoyance pour se sentir différent après ce petit voyage dans la montagne. Il fut frappé du trouble extrême avec lequel Madame de Rênal écouta le petit récit de son voyage, qu'il lui avait demandé. Fouquier avait eu de projets de mariage, des amours malheureuses, de longues confidences à ce sujet, avaient rempli les conversations des deux amis. Après avoir trouvé le bonheur trop tôt, Fouquier s'était aperçu qu'il n'était pas seul aimé. Tous ces récits avaient étonné Julien. Il avait appris bien des choses nouvelles. Sa vie solitaire, toute d'imagination et de méfiance, l'avait éloigné de tout ce qui pouvait l'éclairer. Pendant son absence, la vie n'avait été pour Madame de Rênal qu'une suite de supplices différents, mais tous intolérables. Elle était réellement malade. Surtout lui, dit Madame Derville, lorsqu'elle vit arriver Julien, indisposé comme tu l'es, tu n'iras pas ce soir au jardin, l'air humide redoublerait ton malaise. Madame Derville voyait avec étonnement que son ami, toujours grondé par M. de Rênal à cause de l'excessive simplicité de sa toilette, venait de prendre des bas à jour et de charmants petits souliers arrivés de Paris. Depuis 3 jours, la seule distraction de Madame de Rênal avait été de tailler et de faire en toute hâte par Élisa une robe d'été d'une jolie petite étoffe fort à la mode. À peine cette robe put-elle être terminée, quelques instants après l'arrivée de Julien, Madame de Rênal la mit aussitôt. Son amie n'eut plus de doute. Elle aime l'infortunée, se dit Madame Derville. Elle comprit toutes les apparences singulières de sa maladie. Elle la vit parler à Julien. La pâleur succédait à la rougeur la plus vive. L'anxiété se peignait dans ses yeux attachés sur ceux de jeunes précepteurs. Madame de Rênal s'attendait à chaque moment qu'il allait s'expliquer et annoncer qu'il quittait la maison où il restait. Julien n'avait garde de rien dire sur ce sujet, auquel il ne songeait pas. Après des combats affreux, Madame de Rênal osa enfin lui dire, d'une voix tremblante et où se peignait toute sa passion. « Quitterez-vous vos élèves pour vous placer ailleurs ?» Julien fut frappé de la voix incertaine et du regard de Madame de Rênal. « Cette femme-là m'aime, se dit-il. Mais après ce moment passager de faiblesse qui se reproche son orgueil et dès qu'elle ne craindra plus mon départ, elle reprendra sa fierté. » Cette vue de la position respective fut chez Julien rapide comme l'éclair. Il répondit en hésitant. « J'aurais beaucoup de peine à quitter des enfants si aimables et si bien nés, mais peut-être le faudra-t-il. On a aussi des devoirs envers soi. » En prononçant la parole si bien née, c'était un de ces mots aristocratiques que Julien avait appris depuis peu. Il s'anima d'un profond sentiment d'antisympathie. Aux yeux de cette femme, moi, se disait-il, je ne suis pas bien né. Madame de Rênal, en l'écoutant, admirait son génie, sa beauté, et elle avait le cœur percé de la possibilité de départ qu'il lui faisait entrevoir. Tous ses amis de Verrières, qui, pendant l'absence de Julien, étaient venus dîner à Vergy, lui avaient fait compliment, comme à l'envie, sur l'homme étonnant que son mari avait eu le bonheur de déterrer. Ce n'est pas que l'on comprit rien au progrès des enfants. L'action de savoir par cœur la Bible, et encore en latin, avait frappé les habitants de Verrières d'une admiration qui durera peut-être un siècle. Julien ne parla à personne, ignorait tout cela.
Si madame de Rênal avait eu le moindre sang-froid, elle lui eût fait compliment de la réputation qu'il avait conquise, et l'orgueil de Julien rassuré lui était pour elle doux et aimable, d'autant plus que la robe nouvelle lui semblait charmante. Madame de Rênal, contente aussi de sa jolie robe et de ce que lui en disait Julien, avait voulu faire un tour de jardin. Bientôt elle avoua qu'elle était hors d'état de marcher. Elle avait pris le bras du voyageur et, bien loin d'augmenter ses forces, le contact de ce bras les lui ôtait tout à fait. Il était nuit. À peine fut-on assis que Julien, usant de son ancien privilège, osa approcher les lèvres du bras de sa jolie voisine et lui prendre la main. Il pensait à la hardiesse dont Fouqué avait fait preuve avec ses maîtresses, et non à madame de Rênal. Le mot bien-né pesait encore sur son cœur. On lui serra la main, ce qui ne lui fit aucun plaisir. Loin d'être fier, ou du moins reconnaissant du sentiment que madame de Rênal trahissait ce soir-là par des signes trop évidents, la beauté, l'élégance, la fraîcheur, le trouvèrent presque insensible. La pureté de l'âme, l'absence de toute émotion haineuse, prolonge sans doute la durée de la jeunesse. C'est la physionomie qui vieillit la première chez la plupart des jolies femmes. Julien fut maussade toute la soirée, jusqu'à ce qu'il n'avait été en colère qu'avec le hasard de la société. Depuis que Fouqué lui avait offert un moyen ignoble d'arriver à l'aisance, il avait de l'humeur contre lui-même. Tout à ses pensées, quoique de temps en temps il dit quelques mots à ces dames, Julien finit, sans s'en apercevoir, par abandonner la main de madame de Rênal. Cette action bouleversa l'âme de cette pauvre femme et il y vit manifestation de son sort. Certaine de l'affection de Julien, peut-être sa vertu eût trouvé des forces contre lui. Tremblante de le perdre à jamais, sa passion l'égara jusqu'au point de reprendre la main de Julien, que, dans sa distraction, il avait laissé appuyer sur le dossier d'une chaise. Cette action réveilla ce jeune ambitieux. Il voulut qu'il eût pour témoin tous ces nobles si fiers qui, à table, lorsqu'il était au bout avec les enfants, le regardaient avec un sourire si protecteur. Cette femme ne peut plus me mépriser. Dans ce cas, se dit-il, je dois être sensible à sa beauté, je me dois moi-même d'être son amant. Une telle idée ne lui fut pas venue avant des confidences naïves faites par son ami. La détermination subite qu'il venait de prendre forma une distraction agréable. Il se disait, il faut que j'aie une de ces deux femmes. Il s'aperçut qu'il aurait beaucoup mieux aimé faire le cours à madame Derville. Ce n'est pas qu'elle fût plus agréable, mais toujours elle l'avait vu précepteur honoré pour sa science et non pas ouvrier charpentier avec une veste de ratine pliée sous le bras, comme il était apparu à madame de Rênal. C'était précisément comme un jeune ouvrier rougissant jusqu'au blanc des yeux arrêté à la porte de la maison et n'osant sonner que madame de Rênal se le figurait avec le plus de charme. Cette femme que les bourgeois du pays disaient si hautaine songeait rarement au rang et la moindre certitude l'emportait de beaucoup dans son esprit sur la promesse de caractère faite par le rang d'un homme. Un charretier qui eût montré de la bravoure eût été plus brave dans son esprit qu'un terrible capitaine de hussards garni de sa moustache et de sa pipe. Elle croyait l'âme de Julien plus noble que celle de tous ses cousins, tout gentilshommes de race et plusieurs d'entre eux titrés. En poursuivant la revue de sa position, Julien vit qu'il ne fallait pas songer à la conquête de madame Derville, qui s'apercevait probablement du goût que madame de Rênal montrait pour lui. Forcé de revenir à celle-ci, que connais-je du caractère de cette femme, se dit Julien. Seulement ceci. Avant mon voyage, je lui prenais la main. Elle la retirait. Aujourd'hui, je retire ma main. Elle la saisit et la serre. Belle occasion de lui rendre tous les mépris qu'elle a eus pour moi. Dieu sait combien elle a eu d'amants. Elle ne se décide peut-être en ma faveur qu'à cause de la facilité des entrevues. Tel est, hélas, le malheur d'une excessive civilisation. À 20 ans, l'âme d'un jeune homme, s'il a quelque éducation, est à 1000 lieues du laisser-aller sans lequel l'amour n'est souvent que le plus ennuyeux de devoirs.
Je me dois d'autant plus, continua la petite vanité de Julien, de réussir auprès de cette femme, que si jamais je fais fortune et que quelqu'un me reproche le bas emploi de précepteur, je pourrais faire entendre que l'amour m'avait jeté à cette place. Julien éloigna de nouveau sa main de celle de madame de Rênal, puis il la reprit en la serrant. Comme on rentrait au salon, vers minuit, madame de Rênal lui dit à demi-voix. « Vous nous quitterez, vous partirez ?» Julien répondit en soupirant. « Il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion, c'est une faute. Et quelle faute pour un jeune prêtre !» Madame de Rênal s'appuya sur son bras et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de Julien. Les nuits de ces deux êtres furent bien différentes. Madame de Rênal était exaltée par les transports de la volupté morale la plus élevée. Une jeune fille coquette qui aime de bonne heure s'accoutume au trouble de l'amour quand elle arrive à l'âge de la vraie passion. Le charme de la nouveauté manque. Comme madame de Rênal n'avait jamais lu des romans, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle était en ce moment. L'idée même de la vertu et de la fidélité jurée à monsieur de Rênal, qu'il avait agitée quelques jours auparavant, se présenta enfin. On la ravoya comme un hôte important. « Jamais je n'accorderai rien à Julien, se dit madame de Rênal. Nous vivons à l'avenir comme nous vivons depuis un mois. Ce sera un ami. » Chapitre 14. Les ciseaux anglais. Une jeune fille de 16 ans avait un teint de rose et elle mettait du rouge. Polidori. Pour Julien, l'offre de Fouqué lui avait en effet enlevé tout bonheur. Il ne pouvait s'arrêter à aucun parti. Hélas, peut-être manque-je de caractère, j'eusse été un mauvais soldat de Napoléon. Du moins, ajouta-t-il, ma petite intrigue avec la maîtresse du logis va me distraire un moment. Heureusement pour lui, même dans ce petit incident subalterne, l'intérieur de son âme répondait mal à son langage cavalier. Il avait peur de madame de Rênal à cause de sa robe si jolie. Cette robe était à ses yeux l'avant-garde de Paris. Son orgueil ne voulut rien laisser aux arts et à l'inspiration du moment. D'après les confidences de Fouqué et le peu qu'il avait lu sur l'amour dans sa Bible, il se fit un plan de campagne fort détaillé. Comme sans se l'avouer, il était fort troublé, il écrivit ce plan. Le lendemain matin, au salon, madame de Rênal fut un instant seule avec lui. « N'avez-vous point d'autre nom que Julien ?» lui dit-elle. À cette demande si flatteuse, notre héros ne sut que répondre. Cette circonstance n'était pas preuve dans son plan. Sans cette sottise de faire un plan, l'esprit vif de Julien l'eût bien servi. La surprise n'eût fait qu'ajouter à la vivacité de ses aperçus. Il fut gauche et s'exagéra sa gaucherie. Madame de Rênal la lui pardonna bien vite, et les vit l'effet d'une candeur charmante. Et ce qui manquait précisément à ses yeux et à cet homme, auquel on trouvait tant de génie, c'était l'air de la candeur. « Ton petit précepteur m'inspire beaucoup de méfiance, lui disait quelquefois madame Derville. Je lui trouve l'air de penser toujours et de n'agir qu'avec politique. C'est un sournois. » Julien resta profondément humilié du malheur de n'avoir su que répondre à madame de Rênal. Un homme comme moi se doit de réparer cet échec, et saisissant le moment où l'on passait d'une pièce à l'autre, il crut de son devoir de donner un baiser à madame de Rênal. Rien de moins agréable, et pour lui et pour elle, rien de plus imprudent. Ils furent sur le point d'être aperçus. Madame de Rênal le crut fou. Elle fut effrayée et surtout choquée. Cette sottise lui rappela monsieur Valmont. « Que m'arriverait-il, se dit-elle, si j'étais seule avec lui ?» Toute sa vertu revint parce que l'amour s'éclipsait, et s'arrangea de façon à ce qu'un de ses enfants restât toujours auprès d'elle. La journée fut ennuyeuse pour Julien, et il la passa tout entière à exécuter avec gaucherie son plan de séduction. Il ne regarda pas une seule fois madame de Rênal sans que ce regard n'eût un pourquoi. Cependant, il n'était pas assez sot pour ne pas voir qu'il ne réussissait point à être aimable et encore moins séduisant. Madame de Rênal ne revenait point de son étonnement de le trouver si gauche et en même temps si hardi. C'est la timidité de l'amour dans un homme d'esprit, se dit-elle enfin, avec une jolie inexprimable. Serait-il possible qu'il n'eût jamais été aimé de ma rivale ?
Après le déjeuner, madame de Rênal rentra dans le salon pour recevoir la visite de monsieur Charcot de Maugiron, le sous-préfet de Bray. Elle travaillait à un petit métier de tapisserie fort élevé. Madame Derville était à ses côtés. Ce fut dans une telle position et par le plus grand jour que notre héros trouva convenable d'avancer sa botte et de presser le joli pied de madame de Rênal, dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attiraient évidemment les regards du galant sous-préfet. Madame de Rênal eut une peur extrême. Elle laissa tomber ses ciseaux, son pelleton de laine, ses aiguilles, et le mouvement de Julien put passer pour une tentative gauche destinée à empêcher la chute des ciseaux qu'il avait vus glisser. Heureusement, ces petits ciseaux d'acier anglais se brisèrent, et madame de Rênal ne tarit pas un regret de ce Julien ne s'était pas trouvé plus près d'elle. « Vous avez aperçu la chute avant moi. Vous l'eussiez empêchée au lieu de cela, votre zèle n'a réussi qu'à me donner un fort grand coup de pied. » Tout cela trompa le sous-préfet, mais non madame Derville. Ce joli garçon a de bien sottes manières, pensa-t-elle. Le savoir-vivre d'une capitale de Provence ne pardonne point ces sortes de fautes. Madame de Rênal trouva le moment de dire à Julien « Soyez prudent, je vous ordonne. » Julien voyait sa gaucherie, il avait de l'humeur. Il délibéra longtemps avec lui-même pour savoir s'il devait se fâcher de ce mot. « Je vous l'ordonne. » Il fut assez sot pour penser. Il pourrait me dire « je l'ordonne » s'il s'agissait de quelque chose de relatif à l'éducation des enfants. Mais en répondant à mon amour, elle suppose l'égalité. On ne peut aimer sans égalité, et tout son esprit se perdit à faire des lieux communs sur l'égalité. Il se répétait avec colère ce vers de Corneille, que madame Derville lui avait appris quelques jours auparavant. L'amour fait les égalités et ne les cherche pas. Julien s'obstina à jouer le rôle d'un don Juan, lui qui de la vie n'avait eu de maîtresse, et fut sot à mourir toute la journée. Il n'eut qu'une idée juste. Ennuyé de lui et de madame de Rênal, il voyait avec effroi s'évancer la soirée où il serait assis au jardin, à côté d'elle et dans l'obscurité. Il dit à monsieur de Rênal qu'il allait à Verrières voir le curé, et partit après dîner et ne rentra que dans la nuit. À Verrières, Julien trouva M. Chélan occupé à déménager et venait enfin d'être destitué, le vicaire Maslon le remplaçait. Julien aida le bon curé et eut l'idée d'écrire à Fouqué que la vocation irrésistible qui se sentait pour le saint ministère l'avait empêché d'accepter d'abord ses offres obligeantes, mais qu'il venait de voir un tel exemple d'injustice que peut-être il serait plus avantageux à son salut de ne pas entrer dans les ordres sacrés. Julien s'applaudit de sa finesse à tirer parti de la destitution de curé de Verrières pour se laisser une porte ouverte et revenir au commerce. Et sans son esprit, la triste prudence l'emportait sur l'héroïsme. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.